Bonjour et bienvenue dans le cours d'analyse de données et de modélisation de systèmes environnementaux. Aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment calculer les statistiques univariées sur un jeu de données environnemental. Donc, comme d'habitude, je vais charger NumPy pour faire des calculs sur des tableaux efficacement, et je vais charger à l'aide de NumPy un fichier texte qui contient des données de salinité. Donc, c'est un fichier qui a une ligne d'en-tête, donc je la saute, et deux colonnes, je prends juste la deuxième qui contient les données de salinité qui m'intéressent. Donc ces données, c'est un petit tableau qui contient des valeurs de salinité, et mon but, ça va être de calculer des statistiques pour décrire ces données. Donc la première chose qu'on a envie de faire quand on analyse des données, c'est de connaître le nombre de données qu'on a, et ça c'est très facile, vous pouvez utiliser la commande len, que vous connaissez, du tableau de données. Donc, si on applique len de d et qu'on lui fait afficher cette valeur, vous allez tout de suite trouver le nombre de valeurs. Donc on a un tableau avec 48 valeurs de salinité et on veut maintenant les analyser. Donc quelle est l'étape suivante? En général, on va calculer la moyenne. Donc comment on calcule la moyenne? Dans NumPy, vous avez une fonction qui vous permet de calculer la somme. Donc je vais stocker le résultat dans une variable, je vais l'appeler moyenne, et vous pouvez calculer la somme de toutes les valeurs du tableau. Je vais afficher. Voilà, ça vaut 2378, et si vous divisez par le nombre de valeurs, n, vous allez trouver la moyenne, elle vaut 49,54. Donc ça, c'est la façon où vous faites le calcul vous-même. Vous pouvez aussi calculer la moyenne directement avec une commande de NumPy, qui est min, et qui va calculer la moyenne sur le tableau entier. Et vous voyez que c'est exactement le même résultat, 49,54. Donc si on a besoin d'aller vite, on va juste utiliser la fonction de NumPy pour calculer la moyenne. Ensuite, on aurait envie de calculer la variance, mais je vais commencer à faire un petit rapport, écrire quelques commentaires qui vont me renvoyer le rapport pour que je puisse petit à petit ranger toutes mes statistiques descriptives dans un petit tableau. Et puis je vais en profiter pour vous montrer comment on peut formater les impressions avec Python. Donc ici, si j'exécute ça, il va me indiquer juste un titre, statistique descriptive, et les valeurs. Mais je ne sais pas ce que sont les valeurs, donc c'est pas très joli. Donc j'aimerais rajouter une chaîne de caractères. Donc par exemple, je pourrais dire nombre de mesures. N, ça marche, c'est pas mal. Et puis la moyenne. Donc, je vais écrire dessous comme ça. Ok. Ça c'est plutôt bien. Mais vous voyez, j'ai tous ces chiffres qui sont pas significatifs, qui m'intéressent pas trop, donc j'ai envie d'arrondir ces chiffres et d'écrire le résultat sous un format qui soit plus sympathique et plus facile à lire. Donc dans Python, depuis quelques versions, en version 3, on peut écrire une chaîne de caractères qui contient des variables qui sont formatées. Donc pour faire ça, vous devez juste ajouter un F juste avant votre chaîne, et puis à l'intérieur de la chaîne, vous pouvez inclure une variable. Donc je vais être entre accolades. Donc si je fais juste ça, ça va faire la même chose que ce que Python faisait déjà quand j'avais mis la chaîne, virgule, la variable. Et c'est pas encore très intéressant. Mais maintenant, ce que je peux rajouter, c'est entre ces accolades, après le nom de la variable, je peux mettre un 2 points, et je peux lui indiquer le format dans lequel je souhaite qu'il imprime la variable que je veux afficher. Donc si c'est un nombre flottant, je peux employer la lettre F pour qu'il écrive un nombre flottant. Donc un nombre à variable flottante, un réel. Vous voyez que là déjà il a réduit le nombre de chiffres significatifs, il a arrondi. Mais je peux lui indiquer aussi sur combien de chiffres je souhaite qu'il représente ce nombre. Donc si j'ai dit 6.3, ça veut dire qu'il va mettre 6 caractères. Vous voyez, il y en a 6, il y en a 2 avant le point décimal. Là,
le point décimal et 3 caractères après. Donc 6.3f, ça va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Si je fais 6.2f, on serait 2 chiffres après la virgule, etc. On peut aussi dire la même chose, 6.2e. Dans ce cas-là, il va prendre la notation scientifique avec un exposant. Il va mettre un premier chiffre significatif, 2 chiffres après la virgule, 10, et le E qui signifie 10 puissance 1. Donc ça serait l'équivalent de 4.95, 10 puissance 1. Donc 10 puissance 1, ça fait x 10, donc bien 49,5. Donc de cette façon-là, je vais reprendre la notation avec des nombres flottants, qui est plus facile à lire ici. Vous pouvez assez facilement formater vos résultats. Je vais mettre encore un petit peu de décoration. Voilà, on a un titre. Et on a maintenant des statistiques qui sont plus joliment présentées. Donc on a calculé la moyenne. Vous avez vu comment faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on étudie des données? On aimerait savoir aussi la valeur maximum, la valeur minimum. Donc je vais stocker ces résultats dans des variables. Et c'est très facile, vous pouvez utiliser à nouveau NumPy et vous lui demandez la valeur maximum du tableau D. Pareil pour le minimum. NumPy min. Je vais la stocker dans une autre variable. Et ici, je vais faire pareil, je vais rajouter le maximum. Et puis ici, c'est pas moyenne maintenant, c'est D max. Et le minimum. D. Donc j'ai deux petites fonctions très simples qui me permettent de trouver, voilà, j'ai 48 données, mon maximum vaut 78, mon minimum vaut 34, et la moyenne est au milieu, vous voyez à peu près, à 49,54. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on aimerait encore calculer? Des indicateurs, donc la moyenne vous donne la tendance centrale des données, vous voyez on est à peu près autour de 49,54 en moyenne. Si on veut savoir la variabilité, est-ce que les données sont très variables ou pas, qu'est-ce que vous allez calculer? Vous allez calculer la variance. Donc, comment on calcule la variance? La variance, ce n'est rien d'autre que la moyenne. Donc, la moyenne des écarts de la variable par rapport à sa moyenne au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux calculer, si je le calcule à la main, c'est la somme de chacune des variables dans mon tableau à laquelle j'enlève la moyenne et je mets cet écart au carré. Donc vous voyez ici D moins moyenne, ça va créer un nouveau tableau qui va prendre toutes les valeurs du tableau D et chaque fois enlever la moyenne. Donc on va centrer toutes les valeurs sur 0, on va mettre ces écarts au carré et je vais faire la somme. Et pour avoir la moyenne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore diviser par n, qui est le nombre de mesures, et je vais pouvoir trouver ma variance. Et vous voyez qu'ici, on aurait une variance de 84,12. Alors ici, il y a un petit point de nuance, il faut faire attention. J'ai divisé par n, et c'est une estimation possible, une façon d'estimer la variance. C'est la façon par maximum de vraisemblance. Dans certains livres, vous trouverez que la variance s'estime en divisant par n-1. Vous allez voir que ça change un petit peu l'estimation. On est maintenant à 85,91. Tout à l'heure, on était à une valeur un peu plus basse, 84,12. Donc si je divise par n, j'ai un estimateur par maximum de vraisemblance. Si je divise par n-1, j'ai un estimateur sans biais de la variance. On peut aussi bien sûr utiliser une fonction prédéfinie pour calculer la variance. Donc dans NumPy, c'est la fonction np_var du tableau sur lequel on va calculer la variance. Donc, je peux refaire le même calcul de façon plus compacte ainsi. Juste pour que vous voyez, ici on avait une variance qui valait 85,91. Si je la calcule avec cette fonction-là, elle va valoir 84,12. Et vous voyez qu'elle a été calculée avec l'estimateur de maximum de vraisemblance. Donc si je veux lui dire de faire une estimation sans biais, je dois lui dire que le nombre de degrés de liberté
est égal à 1. Si vous regardez dans l'aide, vous allez trouver le DDoF. DDoF, par défaut, il est égal à 0, c'est le nombre de degrés de liberté. Et il est indiqué ici, DDoF. Et donc, suivant cette valeur-là, on va diviser le calcul de la moyenne des écarts au carré par n moins DDoF. Donc, tout à l'heure, on divisait par n moins 0 ou n moins 1, et comme ça, vous pouvez ajuster. Donc, si je fais ce calcul-là, vous allez voir, on va bien retomber sur la valeur un peu plus grande de la variance qui la sous-estime pas. Donc ça, c'est surtout important quand le nombre de données est faible. Si le nombre de données est grand, il n'y aura pas de différence entre ces calculs. Donc ensuite, la variance, c'est un nombre qui est difficile à interpréter parce qu'il est dans l'unité de la variable qui nous intéresse au carré. Puis du coup, c'est pas très facile à lire. Donc on utilise beaucoup plus fréquemment l'écart type, qui est simplement la racine carrée de la variance. Donc je pourrais calculer NP SQRT de la variance, mais comme pour la variance, il y a une fonction qui la calcule directement, c'est STD pour Standard Deviation. On lui donne à nouveau le tableau de données et on va l'afficher pour voir la valeur que ça a, écart type. Et ça nous donne une valeur de 9,17. Comme tout à l'heure, exactement, par défaut, c'est calculé avec un nombre de degrés de liberté égal à 0. Ici, je dois le mettre à 1. Si je veux être cohérent avec le calcul de la variance, je dois mettre un DDoF égal à 1 pour que ça soit calculé avec la division par n-1. Vous voyez que ça donne une valeur qui est un peu plus grande. Donc ça sera important si vous avez des petits nombres de données. On n'a pas envie de sous-estimer la variance ou l'écart type. Donc il faut indiquer cette option dans le calcul de la variance ou de l'écart type. Donc là maintenant on a l'essentiel des statistiques de base. On pourrait aller au-delà. Je vais juste rajouter quelque chose, c'est les percentiles. Mais avant de les calculer, de vous montrer comment les calculer, je vais vous montrer comment on calcule un histogramme. Parce que l'histogramme, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé pour avoir une présentation compacte des données. Et ensuite, on va pouvoir plus facilement discuter des pourcentiles une fois qu'on a l'histogramme. Donc si je veux faire un histogramme de toutes mes données, je fais simplement la commande minimale, si vous voulez, c'est dans Matplotlib. J'appelle la fonction histogramme et avec le fichier de données. Si je fais ça, il me renvoie des chiffres qui sont en fait des comptages de nombre de données par classe. Ça, j'ai peut-être pas envie de les voir, donc je vais mettre juste un PLT show derrière. Je n'ai pas envie de voir ces chiffres à l'écran. Je veux juste regarder mon histogramme. Donc il a défini des classes, et les classes, dans chaque classe, il a compté combien de données il avait dans ces classes. Et ces classes, il les a définies par défaut. En définissant un nombre de classes par défaut, il a pris la valeur minimum. Vous vous rappelez, elle était à 34, donc quelque part par là. Et il est monté jusqu'à la valeur maximum, qui était à 78. Il a divisé l'espace en un certain nombre de classes. Et il a compté, ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans chacune des classes. Donc on peut définir pas mal de choses dans l'histogramme, c'est une fonction qui est assez sophistiquée. Là on donne les données, D c'est les données, le note X c'est le vecteur qui contient les données, donc ça. Ensuite on peut lui donner le nombre de bins. Bins c'est le nombre de bins ou les valeurs des bins. Donc ici par défaut il y en a 10, je pourrais lui dire je veux 20 classes. Donc là il me fait des classes beaucoup plus petites. Évidemment il y aura beaucoup plus de fluctuations parce que j'ai pas beaucoup de données. Et puis d'une classe à la suivante, je peux avoir beaucoup de données ou pas du tout. Si au contraire je mets moins de classes, vous voyez qu'il aura des classes avec moins de bruit, les classes seront significativement plus importantes. Et puis là, je vais avoir des valeurs beaucoup plus fortes. Donc là, il y aura peut-être 11 éléments, puis 18, etc. On peut donner aussi la valeur
de début et la valeur de fin pour les classes. Donc là, visiblement, il a pris par défaut le minimum et le maximum des données de 34 à 78. Mais je peux aussi lui indiquer que je veux aller, par exemple, de 30 à 80 avec 5 classes. Et il va donc faire des classes qui valent 10. Donc oui, j'ai la première classe qui va de 30 à 40, ça fait une. 40 à 50, ça fait deuxième. 50 à 60. J'ai bien mes 5 classes qui ont une largeur de 10, qui vont de 30 à 80. Si je veux plus de classes, je peux augmenter les classes, je vais garder les ranges ici. Ok. Donc là, il va de 30 à 35, 35, 40, etc. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il compte le nombre d'éléments par classe. Mais souvent, ce qu'on a envie d'avoir ici, c'est pas des chiffres en nombre d'éléments, mais c'est plutôt des sortes de proportions. Quel est le pourcentage de données que j'ai dans une certaine classe? Et plus précisément, on aimerait avoir une densité de probabilité. Donc une densité de probabilité. Donc ça, on peut lui dire assez facilement qu'on veut qu'il représente une densité en lui disant, c'est une valeur booléenne, density égale true. Et dans ce cas-là, il va calculer maintenant une valeur numérique, vous voyez, qui représente la densité de probabilité. Donc la densité de probabilité, je vous rappelle que c'est la valeur telle que quand on multiplie les largeurs d'intervalles ici par la densité de probabilité et qu'on somme sur toutes les classes, on va trouver une somme qui vaut 1. Donc c'est ça la définition de la densité de probabilité. Vous l'avez vu en cours de proba. Je ne vais pas revenir longuement dessus, mais ça c'est la densité de probabilité. Donc c'est intéressant de le représenter sous forme d'une densité de probabilité, parce que si ensuite on veut représenter une fonction théorique de densité de probabilité, par exemple une loi gaussienne, on va pouvoir la superposer à cet histogramme s'il est en densité de probabilité. S'il n'est pas en densité de probabilité, s'il est juste en nombre de valeurs, on ne pourra pas superposer les deux courbes aisément. Donc la dernière chose que je vais vous montrer ici, comme option qui est souvent utilisée, c'est qu'on peut aussi calculer un histogramme cumulé. Donc simplement on va taper le mot-clé cumulative et on va lui donner, c'est à nouveau une variable booléenne, vrai ou fausse. Si on le met à vrai, on voit que maintenant il va nous calculer une courbe cumulée de densité de probabilité, un histogramme cumulé. Donc cet histogramme nous dit la probabilité, sur cet axe vertical vous avez la probabilité que la variable aléatoire qui nous intéresse ici, c'est la salinité, a une valeur inférieure à une certaine valeur de salinité sur l'axe horizontal. Peut-être que je devrais rajouter ici LT, X label. Donc la variable qu'on est en train de regarder, c'est une salinité exprimée en pour 1000. Et donc quand j'ai cette variable cumulée, je peux lire ici, j'ai une probabilité de 1, donc 100% de chance que la salinité est inférieure à 80. Et ici, elle est à peut-être que je rajoute une grille pour qu'on voit mieux. Ici, j'ai une probabilité de 0,8 pour une valeur autour de 55. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est la fonction de répartition, ou la fonction empirique. Donc je peux mettre un titre. Fonction de répartition empirique. Répartition. C'est la même chose que l'histogramme cumulé, ou histogramme cumulé, c'est pareil. Et je vous disais que je voulais vous le montrer avant de calculer les pourcentiles, parce que le pourcentile, c'est ça, c'est la valeur de la variable d'intérêt telle qu'un certain pourcentage de données soit inférieur à cette valeur. Donc si je veux calculer les pourcentiles maintenant, si j'ai besoin des valeurs numériques et que je veux faire le calcul, je peux le faire en utilisant une fonction qui s'appelle percentile. Je donne mes données et je donne la valeur du pourcentage. Donc si je veux par exemple calculer le P25,
faire un résultat, une autre cellule pour que vous voyez mieux. Il me renvoie la valeur 42,75. Donc le 42,75 il est à peu près là, et il correspond au percentile à 25%. Ici j'ai défini un nombre de classes qui est assez faible, hein. Si j'augmente le nombre de classes, j'aurai plus de détails dans la courbe. J'ai mis 20 classes entre 30 et 80, puis vous allez voir qu'il y a plus d'informations dans la courbe. Le 25% il est par là, donc lui il calcule de façon assez précise, il va nous donner ce pourcentage, ce pourcentile là. Si je veux plusieurs pourcentiles, la fonction percentile est intéressante parce qu'elle peut me les renvoyer tous à la suite. Par exemple, je voudrais les valeurs à 25%, à 50% et à 75%, et il devrait me renvoyer toutes les valeurs d'un coup. Je vais juste faire un fichier comme ça. Ok. Donc le P50, vous vous rappelez ce que c'est? C'est la médiane. Le P50, c'est la médiane. J'ai 50% des valeurs qui sont au-dessus et 50% des valeurs qui sont en dessous. Donc c'est avec cette fonction. Il est ici à 50%, ça va être là, et puis il va être quelque part par là. Donc ça, c'est une valeur qui est importante si on fait des statistiques. C'est aussi un indicateur de tendance centrale. Dernier outil pour regarder des données de façon graphique, compacte, rapide, c'est les boîtes à moustaches. Vous avez aussi dû voir ça dans vos cours de stats. Et on a des outils très efficaces pour le faire en Python, dans Matplotlib. Donc comment on fait? On utilise la commande de boxplot, on lui donne le tableau avec les données, et juste comme ça, vous allez avoir déjà un résultat sympathique. Voilà, là il nous a fait un boxplot. Donc sur l'axe vertical, j'ai mes valeurs de salinité en pour 1000. Et donc la boîte centrale ici représente 50% des valeurs. Le trait orange, c'est la médiane, comme on vient de voir. Et donc ici, vous avez le P25 et le P75. Et ça représente l'écart interquartile entre ces deux bornes. Donc ça, c'est la boîte centrale. La moitié des valeurs se trouve à l'intérieur de cet intervalle qui est dessiné comme ça. Ensuite, vous avez les moustaches. La hauteur de la moustache, elle est définie, je vous rappelle, en prenant l'intervalle interquartile entre le P25 et le P75, en le multipliant par 1,5 et en le rajoutant au P75. Ensuite, on obtient cette ligne en pointillé en vert ici, et on va prendre la dernière donnée, la valeur de la plus grande donnée qui est inférieure à cette limite en vert. Et ça va nous donner la moustache supérieure. Et pour la moustache, la limite de la moustache inférieure, c'est la même chose, mais symétrique de l'autre côté. Vous prenez le P25, on enlève une fois et demi la distance interquartile, on trouve la ligne en pointillé vert, et on prend la dernière donnée qui est dans l'intervalle. Et ça vous donne la boîte à moustache. Et ensuite, il reste des points. Parfois, on positionne ces points. Et ça, c'est les points qui sont au-delà de ces limites en vert qu'on voit ici. Et c'est des données qui sont des valeurs très fortes ou très faibles, un peu extrêmes, qu'on ne s'attend pas trop à trouver dans le jeu de données, et qui sont un peu des valeurs aberrantes. En anglais, on parle de outlier pour ces valeurs. Dans le jeu de données qu'on a étudié là, on a une valeur qui est un outlier. Donc il est autour de 80, vous voyez, c'est la valeur à 78 qu'on avait déjà repérée. Donc si on regarde l'histogramme avant, vous voyez ici aussi, on le voit, c'est cette même valeur qui est un peu détachée de la masse principale de l'histogramme. On a ici une valeur forte. Donc typiquement, là, on pourrait se poser des questions. Est-ce que cette valeur, elle est correcte? Est-ce qu'il y a eu une erreur de mesure? Est-ce que c'est bien une valeur qui appartient à la population, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait nettoyer, enlever du jeu de données? Donc on peut, comme pour l'histogramme, améliorer un petit peu le boxplot, lui donner des paramètres supplémentaires. Donc si vous, à nouveau, vous appuyez sur Shift, tabulation, vous avez l'aide en ligne qui apparaît, et vous voyez qu'il y a
beaucoup d'options, de variables, d'options qui définissent des choix. Donc par exemple, vous pouvez lui dire que vous voulez qu'il fasse une petite encoche autour de la valeur médiane pour que le boxplot, la boîte à moustache soit plus jolie, que la partie centrale soit mieux visible. Vous pouvez changer la largeur des boîtes. Ça peut être utile en fonction de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Je vais faire une boîte avec une taille de 0,5, vous voyez. On peut changer les positions, on peut changer, on peut vraiment changer beaucoup d'options, on peut les mettre à l'horizontale aussi. Donc là, il y a en mode vertical, vous voyez qu'il y a une option verticale, et si je la mets à false, il va tracer la boîte à l'horizontale. Si je veux tracer en parallèle plusieurs boîtes à moustache pour comparer par exemple deux populations de mesures et savoir si elles se ressemblent, je peux ici donner, au lieu de donner juste un tableau de valeurs, je peux donner une liste avec plusieurs tableaux de valeurs. Alors j'ai pas ça sous la main, mais je vais reprendre les mêmes données et je vais les multiplier par 1.2 par exemple, et je vais laisser le reste tel quel. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va me faire deux boxplots pour la première variable et pour la deuxième. Ici, il faudrait que je change. Je vais mettre déjà sur l'axe X puisque je les ai mis en verticaux. Donc ça, c'est la valeur de salinité. Ça, c'est le premier boxplot, le deuxième. On peut changer ici les positions. On peut donner des coordonnées. Je pourrais agrandir le truc. Mettre les positions. Alors, par exemple, 10 et 12. Donc, vous voyez ici, c'est 10 et 12. 10 et 12. On peut mettre des étiquettes aussi. Labels, si je ne me trompe pas. Et puis mesure. Qu'est-ce que je vais mettre? Mer et. Je mets juste un exemple pour vous illustrer l'idée. On imagine qu'on a des données qui ont été mesurées dans une mer et dans un lac. Voilà, là vous avez l'étiquette. Donc avec ça, vous pouvez vraiment comparer les données, faire des graphes qui vont vous représenter de façon efficace ces jeux de données. Donc ici, on est en train de synthétiser toute une population de données. Vous pourriez avoir des milliers de valeurs. Et là, on a graphiquement des statistiques qui vont vite parler à la personne qui va voir votre graphe ou à vous-même quand vous voulez l'analyser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.